Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct, en public, à l'occasion de cette 3e journée de Midest 2014, enquête sur la sous-traitance dans la plasturgie, résultats et enjeux. Pour en parler à la tribune, eh bien, deux experts, deux praticiens. Simon Philibert, bonjour. Vous êtes le directeur des affaires économiques et de la compétitivité au sein de la Fédération de la plasturgie et des composites. Votre analyse et votre retour d'expérience dans quelques instants. Luc-Éric Krief, bonjour. Vous êtes maintenant bien habitué, on est ravis de vous accueillir à la tribune de Midest. Vous êtes le président du CORIST, la Fédération de la plasturgie, et président du CNAST, le Centre national de la sous-traitance. Alors, cette enquête, eh bien, elle est fraîchement réalisée. Messieurs, allez-y, présentez-nous donc les résultats et l'analyse inhérente à cette enquête. Bonjour. Et bienvenue. Alors, bonjour. Pour vous donner quelques éléments de contexte, la plasturgie en France aujourd'hui, ça englobe 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça concerne environ 4000 entreprises et 215 000 salariés. Donc c'est l'une des principales industries en France et une des principales industries sous-traitantes, puisqu'environ 80% de notre chiffre d'affaires, c'est de la sous-traitance. Et le principal sous-traitant français, c'est Plastic Omnium, donc le leader de la plasturgie. Et oui, donc effectivement, voilà, donc, un focus. Alors, une enquête. Alors le pourquoi de cette enquête, c'est que le sujet de la sous-traitance est traité par la Fédération de la plasturgie depuis plus de 20 ans, est porté aujourd'hui par Luc-Éric Krief. Et nous avons de nombreux retours d'adhérents comme quoi la qualité de la relation de la sous-traitance aujourd'hui en France est mauvaise, voire même est un handicap pour nos entreprises par rapport à des pays comme l'Allemagne où au contraire c'est un levier. C'est oui, ça joue groupé. Quand ça joue groupé, quand ça joue gagnant-gagnant de l'autre côté du Rhin, ici on en est encore, on l'évoquait dans une émission précédente, à des relations parfois, on n'ira pas dire sous-traitant, donneur d'ordre, c'est de langage directement employé, issu de l'armée, hein, on donne des ordres, on exécute, on est loin de tous nos nouveaux business models vertueux, collaboratifs et gagnant-gagnant. Votre regard, votre évolution et vos chiffres. Tout à fait. Donc les deux objectifs de cette enquête, c'était d'avoir des remontées terrain, des vraies remontées terrain pour parler de quelque chose de vrai, du real business, et ensuite d'initier un dialogue sur cette base avec les pouvoirs publics et les donneurs d'ordre, pour leur dire aujourd'hui, nous les sous-traitants, on s'est emparés du sujet, on va porter notre voix, on va défendre nos entreprises. Donc les principaux résultats de cette enquête, ils sont édifiants. Hein. C'est que les mauvaises pratiques d'achat aujourd'hui en France sont largement répandues, puisque 2/3 de nos répondants, de nos 300 répondants, nous ont fait état de mauvaises pratiques aujourd'hui en France. Donc cette enquête date de quelques mois seulement. Et d'ailleurs, Luc-Éric pourra nous dire que depuis la rentrée, les mauvaises pratiques s'intensifient. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire c'est la crise, on joue groupé, on serre les coudes, on joue ensemble, c'est la crise, pas de quartier, je vais continuer encore plus à resserrer, je dirais, à étrangler mes sous-traitants, quitte à me rendre compte qu'en étranglant mes sous-traitants, c'est c'est mes propres problèmes que je crée. Luc-Éric Krief, alors... Oui, je voudrais réagir tout de suite, parce que avant que Simon présente effectivement les statistiques de l'enquête, il y a deux points qui me paraissent complètement édifiants aujourd'hui au niveau des rapports donneurs d'ordre sous-traitants dans la plasturgie. D'abord, c'est le non-respect de la LME. La LME a fixé effectivement des règles par la loi sur les délais de paiement. Ah ouais. Aujourd'hui, on voit que ces règles sont bafouées par les donneurs d'ordre. Il y a aujourd'hui une détérioration du délai moyen de paiement qui est maximum de 60 jours et passe plutôt aux environs de 70 jours. Le fameux coup du je vous paye, mais quand votre commande est enregistrée dans mon système d'information et comme par hasard, elle a mis 10 jours de plus avant de rentrer dans les tuyaux. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est l'une des pratiques les plus usitées, mais il y en a tellement d'autres parce que nous avons quand même des donneurs d'ordre qui sont particulièrement imaginatifs de ce côté-là. Une émission n'y suffirait pas. Voilà, on se retrouve avec des notes de débit qui ne sont pas forcément justifiées, sur des retours de non-qualité qui ne sont pas non plus justifiés. Donc si vous voulez, tout un tas de pratiques qui deviennent aberrantes. Et tout à l'heure, j'évoquais effectivement le phénomène des CGA, et je crois que Simon va en parler. Aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on constate, c'est une évolution anormale des conditions générales d'achat qui deviennent de plus en plus imposées au niveau de la sous-traitance. Et là, il y a vraiment un malaise, parce que la problématique du donneur d'ordre fait fi des problématiques de la sous-traitance. Ouais. Voilà. Et on le retrouve dans un certain nombre de statistiques, et je vais redonner tout de suite le micro à Simon. Et on voit bien la dégradation dans le rapport avec les donneurs d'ordre. Alors que nous disent ces chiffres, ils sont préoccupants et ils traduisent une de ces tendances qui crée ce malaise. Hein. Je confie quelque chose à un sous-traitant
avec le risque parfois de lui piller son savoir-faire. Est-ce que ça se retrouve dans l'enquête et dans les chiffres? Ouais, tout à fait. Nos répondants ont identifié plus d'une vingtaine de mauvaises pratiques. 20 types différents de mauvaises pratiques d'achat. Donc ce qui est énorme. Et les 5 principales formes de mauvaises pratiques, bon, Luc Thierry l'a dit, c'est l'imposition des CGA et les délais de paiement, donc, qui ont été relevés par plus de 6 entreprises sur 10. C'est énorme. Il faut le dire, c'est énorme. Ah bah, c'est énorme, et puis c'est la solvabilité financière, c'est la capacité d'investissement, enfin tout s'en ressent, bien évidemment. Voilà, le tissu industriel français dans son ensemble va s'en ressentir dans quelques années et déjà aujourd'hui. Ce qui est préoccupant également, c'est qu'il y a de nouvelles formes de mauvaises pratiques d'achat aujourd'hui. Je ne sais pas si tu en as parlé ce matin, mais tout ce qui est remise sur le CICE. Non, on n'en a pas encore parlé, c'est le moment de pointer du doigt. Alors, de quoi s'agit-il? Eh ben, votre entreprise peut bénéficier du CICE, mais en tant que sous-traitant, votre donneur d'ordre vient et vous demande tout simplement le montant que vous avez reçu à ce titre-là. Et vous demande du coup d'en tenir compte directement. Donc on veut remettre du cash flow dans les PME et c'est les grands donneurs d'ordre. C'est préempté par les grands donneurs d'ordre. Ah, ça c'est pas mal, oui, effectivement. Et ça se généralise ou c'est quand même quelques moutons noirs qui s'amusent à ça, enfin... Alors, nous, on l'a quantifié, c'est 2 entreprises sur 10 aujourd'hui, sachant que le CICE n'est pas encore complètement déployé. Donc demain, ce sera sûrement plus important, malheureusement. On attend que certains donneurs d'ordre osent mettre cela dans leurs conditions générales d'achat. Vous voyez qu'on est dans une réactivité opérationnelle. Par rapport au CICE, il faut quand même savoir que l'année dernière, la médiation de la sous-traitance, donc le médiateur de la République, Pierre Pelouzet, avait été... sollicité par rapport à une position et un abus effectivement de la part des donneurs d'ordre sur l'utilisation du CICE et qu'a priori on a fortement senti de la part du gouvernement un volte-face par rapport à cette mise en œuvre de la part de donneurs d'ordre. Mais ce qui est important, quand on parle du CICE, on parle d'un crédit d'impôt, crédit impôt compétitivité emploi. Ce n'est pas une manne financière qui est reversée à l'entreprise, c'est un crédit d'impôt. Donc il faut que les donneurs d'ordre, une bonne fois pour toutes, comprennent que ce n'est pas une manne financière qui est reversée à l'entreprise, d'autant plus qu'elle est décalée dans le temps. Parce qu'il faut attendre la fin d'un exercice pour pouvoir... Me dites pas quand même qu'on demande en plus aux sous-traitants de faire la trésor le temps qu'ils récupèrent le crédit. Non mais attendez, ça serait monstrueux. On ne va pas rigoler là-dessus. Je vous promets que c'est exactement le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux sous-traitants de faire la trésorerie. Puisque non seulement les délais de paiement sont allongés, mais en plus de ça, on vous demande d'impacter immédiatement le montant du CICE que vous pouvez prétendre, de l'appliquer immédiatement sur un contrat en cours, alors que le CICE va être éventuellement rémunéré ou en tout cas touché par l'entreprise dans un an. Donc effectivement, nous faisons la trésorerie, nous devenons des banquiers. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, la dérive devient inacceptable parce que les sous-traitants ne sont pas les banquiers des donneurs d'ordre. Et ont de moins en moins la possibilité de le faire vu bien effectivement les conditions générales d'achat et la conjoncture mondiale. On le comprend bien. Alors, suite des enseignements de cette étude. Alors, nous avons relevé donc cet ensemble de mauvaises pratiques et qui fragilisent aujourd'hui les sous-traitants, les plasturgistes. Qui les fragilisent d'autant plus qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui nos marges sont vraiment comprimées. Nous avons fait l'exercice sur des bases INSEE donc totalement neutres et officielles. Les prix de nos fournisseurs donc de matières plastiques qui représentent 50% de nos coûts d'achat ont augmenté de 10% en 4 ans. Alors rassurez-nous, parce qu'on nous parle de la baisse du prix du pétrole, est-ce que ça va à terme impacter? Est-ce qu'il y a au moins des bonnes nouvelles du côté de la conjoncture géopolitique et des matières premières? Parce que si ça augmente, alors que là aussi on entend souvent, on entend des bonnes nouvelles d'un côté, c'est vrai que dans la réalité de nos PME, de nos PMI, ça ne se retrouve pas toujours. Réalité économique par rapport à ces annonces macroéconomiques. Alors réalité économique, c'est que demain le prix du pétrole, on ne sait pas où il va se situer. 80 $ le baril, 100 $ le baril, on n'en sait rien. On parle de baisse en ce moment, mais bon... C'est une baisse aujourd'hui qui se répercute que très faiblement sur le prix de nos matières plastiques. Si nous font le même coup que les stations d'essence pour le consommateur de base, on risque d'avoir de mauvaises déconvenues. C'est un peu différent, mais les prix ont baissé pour nous de 2% là, depuis quelques mois, alors que la baisse du prix du pétrole, c'est 25 à 30%. Ouais, donc ouvrons les marges. Ouvrons les marges, voilà. Ouvrons les marges en amont et ouvrons les marges en... Manifestement, encore les sous-traitants risquent d'être les parents pauvres, semble-t-il, de ces évolutions. Tout à fait, puisque le prix de nos clients, dont des donneurs d'ordre, ont augmenté d'à peu près 10% en 4 ans également. Donc au global, sur 4 ans, nous, sous-traitants, nous avons perdu 10 points de marge. 10 points de marge uniquement sur les prix.
plus les mauvaises pratiques d'achat, aujourd'hui nous avons un tissu industriel qui est fragilisé. Donc effectivement, Luc Krief. Oui, je vais compléter le propos de Simon. Si vous voulez, il y a un double effet ciseau en fait qui se passe. C'est la non-répercussion effectivement des baisses du pétrole par rapport aux coûts de matières premières. Mais il y a un deuxième phénomène effectivement dont on parle peu mais qui est malheureusement tangible aujourd'hui et qui s'accentue. C'est la délocalisation de la fabrication de la matière première sur des pays émergents. Pourquoi ? Parce que la demande elle est effectuée là-bas. Donc il se passe une raréfaction au niveau de l'offre produit en Europe, qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir des tensions de prix parce qu'il y a des tensions sur les volumes. Donc automatiquement, si vous voulez, l'impact du coût du Brent tel qu'il est coté au LME ou où on veut, globalement n'a pas une incidence immédiate sur le coût de matières premières. Bien au contraire, on se rend compte, si vous voulez, qu'en délocalisant vers la Chine, le Brésil, un certain nombre de productions de matières premières, on se retrouve à raréfier au sein même de l'Europe la production de ces produits et on se retrouve avec une tension tarifaire qu'on a beaucoup de mal du reste à faire passer au niveau des donneurs d'ordre. Oui, ça c'est quand même énorme. Très bien, enseignement. Est-ce qu'on l'a tout dit? Est-ce qu'il y a d'autres enseignements forts, des chiffres clés sur lesquels il est important de pointer du doigt nos amis? Le Mides, c'est vraiment le lieu clé pour les sous-traitants. On peut quand même dire quelque chose si vous voulez. C'est que globalement, depuis le début de l'année, la plasturgie a vu son volume fortement baisser. Hein. On n'est pas très loin de moins 10% en termes de volume d'activité. Avec des prix, Simon l'a évoqué, ou avec des marges qui s'érodent année après année. Et des comportements d'acheteurs qui sont tirés par des comportements issus de l'automobile. Voilà. Et aujourd'hui, il faut quand même regarder, les volumes au niveau plasturgie sont quand même essentiellement faits dans le secteur de l'automobile. Donc il faut absolument que l'on arrive à déjouer un certain nombre de pratiques abusives. On a cité les délais de paiement, je peux citer la non-actualisation tarifaire des prix en fonction de l'évolution des matières premières, je peux citer les problèmes de notes de débit systématiques, les problèmes de qualité qui vous sont impactés 6 mois après la livraison, j'en passe et des meilleurs. On a notamment évoqué le CICE qui est devenu un épiphénomène, 2 entreprises sur 10, mais ceci étant qui est quand même encore prégnant aujourd'hui et qui pose réellement problème aux entreprises. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, et je le disais tout à l'heure lors d'une précédente émission, il faut que le gouvernement, ses représentants, notamment le médiateur de la République, Pierre Pelouzet, prennent le taureau par les cornes et le courage, les uns avec les autres, de dénoncer ces pratiques qui sont odieuses. On va au délitement du tissu industriel en France, au délitement de la sous-traitance, au profit de pays émergents. Et demain, on risque effectivement d'avoir de belles paroles, mais malheureusement des actes qui n'existent pas, avec toutes les conséquences que ça peut générer en termes d'emploi. Nous sommes pratiquement aujourd'hui officieusement à 5 millions de chômeurs. J'ai bien peur que malheureusement, la courbe va continuer de croître. Merci pour ces informations qui ne sont pas très réjouissantes, mais qui, sur la base de cette étude, montrent à quel point c'est préoccupant et il est important effectivement que les acteurs politiques, pas seulement d'ailleurs, réagissent, et notamment les acteurs économiques, ces grands donneurs d'ordre. Et moi je pense vraiment que cette notion de donneur d'ordre et puis ces pratiques d'achat effectivement qui sont totalement prédatrices, eh bien soient très rapidement identifiées. Oui, je vais me permettre juste de rajouter quelque chose parce que ça me paraît important. Le gouvernement a sorti à travers la médiation industrielle, interentreprise, la charte relations fournisseurs responsables. Je me suis longtemps posé la question de savoir qui était responsable, le donneur d'ordre ou le fournisseur. Et quand je vois aujourd'hui, si vous voulez, certains labellisés, et je ne vais pas citer des noms, mais je pourrais en citer tranquillement une dizaine, qui continuent malgré la signature du label et l'engagement qu'ils ont pris d'améliorer la relation donneur d'ordre sous-traitant, continuer à mettre en œuvre des pratiques abusives, je me demande aujourd'hui quelle crédibilité on peut donner effectivement à cette charte, à ce label, et quel est le respect de la signature apposée en bas de la feuille par le président de la société qui a été labellisée. Alors je ne voudrais pas, si vous voulez, terminer sur une mauvaise note. Je demande simplement à un moment donné que les présidents, les directions générales des grands donneurs d'ordre soient pour une fois pour toutes responsables de leurs propos, responsables de leurs actes. Et qu'on arrête à un moment donné de dire tout va bien chez nous et regardez voilà ce sur quoi on s'engage. Et que derrière sur les terrains, on ait des acheteurs qui font complètement fi de ce qui se passe au niveau décisionnel, au niveau de la direction générale, pour appliquer des choses inacceptables au niveau de nous sous-traitants. À l'heure où nos grands donneurs d'ordre affirment leur responsabilité sociétale, leurs relations, leur écosystème, leur rôle citoyen dans une région, dans une vallée, je pense qu'il est important de le rappeler et de le pointer du doigt. C'est pratiquement la fin de cette émission. En conclusion, y a-t-il un point que vous auriez aimé donner, un chiffre, un dernier élément à évoquer, ou tout simplement un dernier message, un site web aussi pour avoir de l'information? Allez, c'est le dernier tour de table, c'est votre tour. Simon Philibert, votre conclusion.
Alors cette enquête va être mise en ligne sur le site internet de la Fédération de la plasturgie et des composites. Alors le site www.laplasturgie.fr pour ceux qui suivent nos émissions actuellement en direct et vous-même ici présent. Et comme dernier message, on parle beaucoup de réindustrialisation aujourd'hui en France. Elle commence par là. Ça, c'est un constat aujourd'hui, actuel. Si nos politiques veulent s'occuper du sujet et aussi nos donneurs d'ordre, eh ben, ça commence par améliorer les relations inter-entreprises, travailler ensemble, faire des vrais partenariats, des vraies chaînes de valeur et être meilleur que les Allemands et nos compétiteurs internationaux. Messieurs les régulateurs, messieurs les politiques, plutôt que de nous faire de grands discours, puisque vous aimez bien faire la police avec des tas de lois, assurez-vous déjà que le respect et les grands discours des donneurs d'ordre se traduisent par des réalités plus saines dans les pratiques d'achat. Merci d'avoir participé à cette émission. Oui, juste, je veux dire en conclusion quand même sur une bonne note qui me paraît essentielle. Tout à l'heure, Simon a dit la plasturgie, c'est 50 milliards d'euros. C'est 4%, un peu plus de 4% du PIB français. Ce n'est pas négligeable, c'est une industrie avec laquelle il faut compter. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la plasturgie est une entreprise innovante. On met trop souvent l'index sur les matières plastiques pour dire les matières plastiques sont polluantes, c'est dangereux pour l'environnement, etc. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui innovent, qui réforment le produit, qui aujourd'hui a des produits qui sont notoirement différents de ceux qu'ont connus nos parents et nos arrière-grands-parents. La plasturgie est un secteur qui bouge, c'est un secteur d'activité qui se remet en question, c'est un secteur d'activité qui n'est plus polluant. Voilà. Donc si je devais terminer sur une note, une bonne note, la plasturgie a encore de très beaux jours devant elle et la plasturgie est capable aujourd'hui de réformer un certain nombre de contre-vérités qu'on continue à asséner à travers médias interposés et politiques qui s'emploient malheureusement à décliner une industrie fortement novatrice. Eh bien, merci pour cet éclairage, merci pour ces précisions. Messieurs, revenez quand vous voulez pour nous donner vraiment des informations précises, elles-mêmes soutenues par des études. Les sites de référence apparaîtront à l'écran. Vous pourrez, je vous le rappelle, regarder cette émission dans les semaines à venir en VOD sur les sites de nos partenaires. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté très nombreux et à très bientôt à l'antenne de Midest TV. Merci. Au revoir.